santé et la manière dont la création de leurs activités les relie à Dieu et comment ces parcours sont porteurs de fruits et de liens dans nos campagnes. Donc nous allons présenter nos 4 intervenants pendant 20 minutes et nous leur laisserons ensuite la parole pendant 20 minutes chacun et il y aura 30 minutes de questions à la suite. Alors je commence par Emmanuel Rogier, si tu peux lever la main. Voilà. Tu es membre des Journées Médias depuis 2017, que tu as connu en faisant des recherches sur le radis fourragé, donc comme quoi on ne soupçonne pas la puissance du radis fourragé. Tu es originaire du Jura, tu as grandi dans une ferme familiale près de Germigny, une ferme en polyculture élevage, et c'est assez naturellement que tu as rejoint l'exploitation familiale, bien que, en tant qu'ingénieur, tu as eu à choisir entre une embauche chez BASF pour vendre des produits phyto et rejoindre l'exploitation. C'est une anecdote amusante quand on sait que tu convertiras ton exploitation en bio un peu plus tard. Tu vas nous parler de ton parcours professionnel, spirituel, qui sont intimement liés, et nous expliquer en quoi ton environnement, ton lien avec la nature et la terre vont te permettre une double conversion, à la fois en se rapprochant du Christ spirituel, en se rapprochant du Christ, et culturel avec la conversion de ton exploitation en bio. Et tu évoqueras notamment le paradoxe de la fragilité et de la sérénité. Tu nous parles ensuite des actions concrètes que tu as mises en place autour de ton exploitation, à la fois pour faciliter l'installation de jeunes agriculteurs, et plus récemment un projet de formation et d'accompagnement des agriculteurs qui souhaitent convertir leur exploitation en bio, mais sur le plan social, psychologique, philosophique, et non pas du tout technique, cette fois-ci, en lien avec les minerais. Voilà, donc merci d'avance pour ton témoignage. Bonjour. Voilà, donc moi c'est Emmanuel Augier, je suis agriculteur dans le bas du Jura. On a l'image du Jura avec les Montbéliards et le Comté, moi c'est pas du tout ça. Donc c'est une ferme de polyculture élevage viande. Et en fait, donc j'ai repris, je suis un agriculteur, comme j'aime dire, un agriculteur historique. C'est-à-dire que j'ai repris la ferme de mon grand-père et de mon oncle et de mon père. C'est eux qui, en fait, c'est eux qui ont créé la ferme, qui l'ont développée. Ils ont connu l'exode rural dans les années 50, 70, et ils ont passé leur temps, leur carrière professionnelle à agrandir la ferme, à rendre viable. Et donc moi j'ai bénéficié de tout ça. On peut dire que je suis né un petit peu avec une cuillère d'argent dans la bouche, sauf que j'ai pris d'autres chemins aussi. Et donc j'aurai une ferme de 273 hectares avec 175 hectares de culture de Nantes et une centaine d'hectares de prairies qui accueillent une troupe de 30-35 jeunisses pour l'engraissement de génisses à viande d'Aubrac et Charolaise. Et en fait, moi la pierre que j'ai apportée à cet édifice, à cette ferme, c'est des chemins liés à la transformation et la vente directe. Parce que en fait, quand j'ai fait des études d'ingénieur agricole, j'ai fait des ADG, et donc j'ai eu une vie étudiante riche, fournie, et je peux vous dire que quand vous rentrez après ces 5 ans d'études, quand vous rentrez dans le petit village de 80 habitants, manger la soupe avec votre papa et votre maman à nouveau, ben ça vous fait drôle. Et donc je me suis dit, je veux bien être agriculteur, mais je veux être agriculteur, mais avec du lien social. Et quel est le meilleur moyen que d'avoir du lien social dans un métier d'agriculteur? C'est le chemin de la transformation à la ferme, de la vente directe. Et donc c'est le chemin que j'ai pris. En plus, j'étais passionné par tout ce qui était gastronomie, le goût. Et en fait, c'est 2 crises qui m'ont fait plonger dans la piscine. La première crise, bon, vous n'avez pas connu, mais c'était la crise de la vache folle en 95, parce que je me suis installé en 94. Et donc en 95, pendant quelques semaines, on a eu les cours de la langue sur la France entière qui ont dévissé, parce que les gens, les consommateurs, ont eu la peur d'attraper la maladie de Creutzfeldt-Jakob,
On ne savait pas trop si la vache folle c'était contagieux à l'homme ou pas. Et donc il y avait une psychose qui s'est développée et le marché de la viande s'était effondré. Et nous, éleveurs, on a subi ça, sachant qu'on n'avait jamais donné de farine de viande à nos animaux, qu'on n'avait jamais donné non plus d'aliments composés, on ne pouvait pas trop savoir ce qu'il y avait dedans. Et pour autant, on a payé. Et moi, en tant que jeune, je l'ai vécu comme une injustice, comme quelque chose qui m'a attaqué, enfin, qui m'a bouleversé. Et je me suis dit, plus jamais ça. Et c'est là que j'ai décidé de plonger une première fois. Et donc, j'ai réduit le troupeau de mes parents par deux. J'ai créé un labo de découpe et on a commencé de vendre notre viande pour s'affranchir des marchés, des accords de libre-échange qui auraient pu être signés avec l'Amérique du Sud, avec l'Amérique du Nord, et avoir le lien direct avec le consommateur. Donc, c'était une première expérience avec la transformation à la ferme, les normes sanitaires, avec le commercial, et ça nous a préparé à une deuxième expérience, plus importante encore à notre niveau de petit agriculteur. C'est en 2005, je m'étais installé en 1994, et de 1994 en 2005, j'avais connu que des prix du blé qui baissent tous les ans. Je savais que l'année d'après, N plus 1 allait être plus faible que l'année N. Et donc, pareil, ça commençait à me longer un peu le sang. Je vivais ça comme une injustice. Et on voyait des gens à la télé, bien habillés, avec des cravates, qui nous expliquaient que le dollar avait monté, que le taux Euribor avait baissé, que la Russie a fait de bonnes récoltes, qu'il y avait la météo était clémente sur les États-Unis, sur les pays de l'Ouest, et il y avait toujours une bonne raison pour nous dire que le blé était moins cher. Tant et si bien qu'en 2005, le cours du blé chez nous, à Germigny, il servait à payer nos charges, et le seul bénéfice qu'on avait de nos hectares de notre travail, c'était la paille qu'on vendait aux éleveurs du Haut-Jura. Donc la portion qu'on veut. Et le destin veut qu'en même moment, j'avais été dans l'ouest de la France, j'étais rentré dans un magasin, c'était le premier magasin de producteurs à l'époque, c'était il y a 20 ans, et j'en suis rentré moi, et je suis tombé sur une bouteille d'huile de tournesol marquée produite à la ferme. Donc je l'ai acheté, je suis revenu à Germigny, je l'ai goûté, j'ai fait une sauce salade avec, et pour moi ça a été une découverte. C'était la première fois que je goûtais le vrai goût du tournesol. Un tournesol pressé à froid, vierge. Jusqu'alors, j'avais l'habitude, comme tout le monde, de mes bouteilles en plastique jaune qui n'avaient pas de goût. Et donc, on achetait de l'huile d'olive où on mettait beaucoup de vinaigre avec de la moutarde pour essayer de faire quelque chose. Et voilà. Et donc, pareil, rebelote, je plonge à nouveau dans la piscine de la transformation sans trop savoir si j'avais les compétences ou pas. J'avais eu la chance de visiter il y avait 5 ou 6 agriculteurs qui faisaient ça à l'époque. Il y en a un qui m'a gentiment ouvert ses portes et qui m'a expliqué le b.a.-ba du process. Et rebelote, donc je construis une huilerie. À l'époque, la somme peut paraître un peu ridicule en ce moment. J'avais investi 150 000 euros. Et on a démarré, les premières bouteilles sont sorties le 3 janvier 2006 de l'huilerie. Et là, c'était une phase euphorique, comme quelqu'un qui crée son entreprise, une start-up, je ne sais pas, on dit comme ça maintenant. Et donc, je partais tous les jours chercher de nouveaux magasins. Et en Franche-Comté, on a la chance, on a les fruitières à compter. C'est des petites coopératives qui transforment le lait. Elles étaient toutes en train d'agrandir leur magasin, parce qu'elles vendaient déjà leur fromage aux clients des villages aux alentours. Et elles ont agrandi en mettant des étagères. Et moi, j'arrivais, je disais, j'ai de l'huile du Jura, j'étais le premier à faire ça. Et elles m'ont tout de suite accueilli, quoi. Et l'oiseau, je passe les détails, parce que ça n'a pas été non plus un long fleuve tranquille, mais voilà. Et donc l'oiseau a fait son nid, et aujourd'hui, on vend dans 150 petits magasins répartis sur toute la Franche-Comté, dans 4 départements, on vend 45 000 bouteilles de colza et de tournesol. Et voilà, et on a fait connaître notre produit, parce qu'au début, ça n'a pas été simple. On n'avait pas tout le réseau Biocoop qui était développé comme en ce moment, où les gens ont tous fait l'expérience d'une huile vierge de tournesol ou de colza. À l'époque, c'était un produit méconnu. Les consommateurs étaient au même niveau que moi quand je l'ai découvert. Et donc, il a fallu
faire découvrir ça aux clients, et on faisait beaucoup de marchés. Et mon père m'a beaucoup aidé en cela, parce qu'il adorait ça, faire le marché. Et c'est quelque chose qu'il avait vécu avec sa maman juste à la sortie de la guerre. Il faisait le marché de Dole. Vous savez, ces petites dames avec le fichu, les papiers journaux, et il y avait des lapins, des poulets, des œufs, tout ça. Et donc il accompagnait ma grand-mère pour vendre, et il a pris ce goût-là. Et donc il s'est fait une deuxième jeunesse en développement sur les marchés, la connaissance de mon huile. Et là, on remonte le temps, on arrive en 2015. Et en 2015, on commençait à avoir des clients qui passaient devant nos stands, qui nous posaient la question qui tue. Et la question qui tue, c'était est-ce que votre huile est bio? À l'époque, on était en conventionnel. On répondait, on disait qu'on faisait attention. On mettait pas plus que ce qu'il fallait, on mettait juste la dose. On passait que quand on était obligé. Et pour autant, certains clients passaient devant nos stands et n'achetaient rien parce qu'ils voulaient vraiment du bio. Et c'était un genre, à l'époque, en 2015, aujourd'hui on peut peut-être dire différemment, mais en 2015, c'était ce genre de clients prenait de l'ampleur et on avait de plus en plus, ça nous posait de plus en plus de questions. Et au même moment, en tant qu'agriculteur, au contact de la nature, on écoutait aussi la radio, et puis on commençait à remarquer dans le champ moins d'oiseaux, moins d'insectes, des mauvaises herbes résistantes aux insecticides, aux désherbants, des insectes résistants aux insecticides. Donc toutes des choses, des signaux plus ou moins faibles qui nous faisaient dire que peut-être on était à la fin d'une époque ou au basculement d'une autre. Et puis je faisais aussi les réunions de COP, on avait nos sacro-saintes réunions de coopératives techniques. Et sur 3 heures de réunion, on passait 2 heures de temps à parler de réglementaires, de molécules qui s'arrêtaient parce que la législation les avait supprimées, de critères à respecter, la vitesse du vent, le taux d'argile pour épandre certains produits, la période d'application en fonction de la nidification des oiseaux, la distance au ruisseau. Donc tous des règlements qui faisaient que ça commençait à me peser beaucoup et on passait seulement une demi-heure à parler d'agronomie et de vraie agriculture. Et tout ce climat a fait que j'étais un agriculteur très, je crois, performant dans l'agriculture que je faisais au niveau conventionnel, mais j'avais commencé à avoir fait le tour de la question. Je prenais plus de plaisir, je partais de plus en plus le matin avec des bottes lourdes, sans gaieté, sans joie, et l'impression de tourner en rond. Tant et si bien que, même au plus fort de tout cela, j'en ai fait une dépression, je suis tombé malade, j'ai passé 3 ans de manière très amoindrie, avec des hauts et des bas. Et heureusement, j'avais des salariés à l'époque qui m'ont bien relayé sur la ferme. Et donc, c'est une période qui a été très forte pour moi, très dure mais très forte, où j'ai beaucoup lu. J'ai relu aussi la Bible, j'ai profité pour lire la vie de certains saints, de Saint François d'Assise, mais aussi des livres de philosophie. Enfin, voilà. Donc je suis descendu au fond de moi-même, je peux vous dire que c'était vraiment le fond de moi-même. Et à un moment donné, j'ai eu envie de changer et de poser des actes. Et donc le 10 mai 2018, et c'est une période où, avant cette période amoindrie, j'avais perdu aussi la foi. Enfin, je n'allais plus le dimanche à la messe, enfin, je ne pratiquais plus. Ce n'était plus dans mes objectifs de vie. Et donc, cette période de maladie m'a redonné du sens, m'a redonné l'envie de chercher Dieu aussi. Et donc, à un moment donné, j'ai voulu poser des actes. Et le 10 mai 2018, j'ai pris ma voiture à la direction départementale des territoires du Jura et j'ai engagé les 175 hectares de culture à l'agriculture biologique. Donc, ça a été un grand choix pour moi. Et donc, j'ai dû passer par plusieurs étapes. La première étape,
des insectes, la peur des maladies, la peur aussi du regard du voisin, de mes collègues. Donc j'ai tout mis ça dans ma poche. J'ai serré le poing et je suis allé. Et à un moment donné aussi, j'ai dû changer mon regard sur mes champs, sur comment ils s'observaient à moi. Et donc en agriculture biologique, on travaille avec l'agroécologie et ça marche, vous savez que ça marche qu'à 70-80%, ça ne marche pas à 100%. Donc il y a une part pour l'agriculteur, mais il y a une part aussi pour l'indésirable, il y a une part pour la maladie, pour le dégât d'insectes, pour la mauvaise herbe. Donc on n'a plus des champs totalement comme on avait l'habitude de les voir en agriculture conventionnelle. Donc il faut apprendre que tout ça, c'est normal, que ça a du sens parce que on dit dans l'eau aussi tout est lié, que peut-être le parasite, même s'il occasionne quelques dégâts, il a, dans la chaîne du vivant, il a peut-être sa justification. On ne sait pas, on ne sait pas tout. Et donc j'ai dû changer mon regard par rapport à ça. Et puis j'ai dû faire une autre très grande étape. C'est parce que l'agroécologie, c'est surtout des moyens préventifs. On met toutes des choses en place, des techniques en place, comme planter les haies, semer des couverts végétaux, allonger la rotation, mélanger des variétés pour les maladies. Et donc on fait ça, tout ça en amont. Et à un moment donné, la culture, elle va se dérouler. Et vous arrivez, mettons, au mois de mars. Au mois de mars, vous avez le colza qui commence à monter en bouton, avec les premières fleurs. Et puis, vous avez le blé qui commence à monter en épi, c'est sa période de montaison, avec le développement du végétatif des feuilles. Et puis, il arrive ce qui arrive souvent. Il arrive un vol de méligètes, c'est des insectes qui viennent dévorer les boutons de colza et les faire avorter. Il peut venir un nuage de méligètes, il peut venir une attaque de maladie comme la septoriose sur les feuilles du blé. Et vous voyez vos collègues agriculteurs qui partent avec les pulvées dans les champs, puis vous, vous êtes sec. Vous n'avez plus rien à faire, parce que vous avez fait la main, et vous n'avez plus de pulvée, vous l'avez vendu, vous n'avez plus de prix de produits phytosanitaires parce que ça vous est interdit. Donc voilà. Et là, ça c'est. Vous n'êtes plus dans la totale maîtrise. Et ça, c'est un état de fait qui m'a. C'est ce que je dis quand j'en parle devant le public. Ça m'a, sur des chemins personnels qui m'ont emmené vers Dieu, qui m'ont emmené à me poser ces questions de Dieu. Et de la conversion, je peux faire le parallèle entre la conversion à l'agriculture biologique et la conversion des chemins intérieurs. Et j'ai vécu les deux en même temps. Et ce que je peux vous dire, c'est que en fait, quand on est dans cette situation-là, ça nous force à l'humilité, ça nous force à se dire qu'on est juste au même niveau que le reste de la création, on n'est pas plus que les moineaux des champs, on n'est pas plus que les insectes, que les mauvaises herbes ou les plantes cultivées. On est peut-être un peu différent parce qu'on est un peu le chef d'orchestre, mais on est au fil de l'eau et on ne peut que se remettre à quelque chose de peut-être plus grand que nous qui s'exprime dans la vie. Et c'est tout. Et on se sent fragile. Et de cette fragilité qui nous habite, parce qu'on est au fil de l'eau, de cette fragilité choisie, assumée, le paradoxe veut qu'on a en retour, et c'est ce que je vis, et c'est ce que j'ai vécu, en retour on en requiert une force. Et au fond, moi, j'ai jamais pris autant de risques techniques, de risques financiers, et pour autant, je me suis jamais senti aussi serein dans mon métier, avec une espèce de joie intérieure qui, de temps en temps, pas tout le temps bien entendu, mais m'habite. Et c'est ça que j'ai envie de partager, et qui me fait avancer, toujours. Et voilà. Et sinon, donc, sinon, voilà, pour me départir de ce sujet, aussi sur la ferme, j'ai vécu une expérience
cette chance-là. Et donc, j'ai connu deux couples, Vincent et Anne, qui voulaient installer un élevage au porc en plein air, mais aussi Mika et Aurélie, un maraîchage en bio. Et ils cherchaient des terres, donc on n'en trouvait pas. Et moi, des terres, j'en avais parce que mon père en a beaucoup récupéré au long de sa carrière professionnelle. Et donc, j'ai laissé 15 hectares à Vincent et Anne, 3 hectares à Mika. Mais je peux dire que c'est mon superflu, ça n'a pas remis en cause ma ferme. J'ai laissé les terres qui ne mettaient pas en cause mon système. Donc, j'ai pu le faire de manière assez facilement. Et aujourd'hui, donc, ils ont démarré leur entreprise. Des gens très courageux qui travaillent beaucoup, mais qui ont commencé à faire leur place. Et puis j'ai recommencé il y a 2 ans avec une jeune dame qui s'appelle Eugénie, qui a une troupe de 200 brebis. Et elle fait de la transhumance. Et moi, ça m'intéressait parce que je voulais qu'elle vienne faire pâturer mes couverts végétaux. J'en ai 50 hectares tous les automnes. Et pour amener la composante animale à mes champs, à mon sol, parce qu'avec les déjections des brebis, ça amène aussi le microbiote de ces brebis dans mon champ. Et je suis fermement persuadé que plus c'est divers, plus on est résilient par rapport aux aléas qu'on est appelé à vivre au niveau du climat et au niveau des champs. Et donc, je lui ai laissé aussi 10 hectares. Et c'est pour ça que donc, la ferme de mon père, qui était 305 hectares, est passée à 273 hectares aujourd'hui. Et j'ai dû un petit peu me battre avec mon père parce qu'au début, il n'avait pas trop compris, dans le sens où il m'a dit on a galéré pour avoir ces champs, et toi, il m'a dit ça comme ça, tu dilapides le capital. Et aujourd'hui, il voit les agneaux et puis la troupe de brebis dans les champs, et il voit que les 3 jeunes qui ont repris ces terres, c'est des jeunes courageux qui se donnent à fond. Et il est content de ça. Et il est satisfait de ce qui a été fait. Quoi. Et voilà. Et donc, la ferme est en chemin. Et puis, le dernier projet que j'ai, c'est qu'en fait, sur la ferme, j'ai monté une salle vidéo qui a pour but d'accueillir du public. On a 35 places. Et on a fait un film qui raconte un peu ce que je vous ai dit, mais de manière cinématographique. Et pour parler des émotions qui me sont traversées quand j'ai voulu passer à l'agriculture biologique. Et ce que j'ai vécu comme expérience quand j'ai voulu passer à l'agriculture biologique, c'est que j'ai eu beaucoup de formations de la part des chambres d'agriculture du point de vue technique. Donc j'ai suivi la formation grande culture, j'ai suivi la formation de conduite de l'élevage, mais il n'y a aucune formation qui nous prépare du point de vue conceptuel, du point de vue culturel, du point de vue philosophique à ce passage. Et j'estime que c'est aussi important, voire plus que le reste. Et donc, ayant souffert de ça, j'ai voulu voir s'il y a moyen de faire quelque chose par rapport à ça, et proposer à des collègues agriculteurs qui ont l'envie de transformer leur modèle. Et donc, avec l'INRA, qui m'avait un jour interrogé dans une recherche qu'ils étaient en train de faire sur la transformation des modèles agricoles. Donc c'est des chercheurs en sociologie. On a passé 2 jours avec un groupe d'agriculteurs à réfléchir à cela. Et donc ils sont venus sur ma ferme, je leur ai montré ce qu'on faisait, le film et tout ça. Et puis suite à cette expérience, on a décidé ensemble, et je viens d'avoir le raccord, on a décidé ensemble de tenter l'expérience d'accueillir des agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté pour les faire réfléchir au sens qu'ils ont dans leur métier et à leur modèle et au sens qu'on peut lui donner. Sachant que une enquête de la Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté qui a été faite auprès de 2000 agriculteurs l'année dernière pour réfléchir à qu'est-ce que serait l'agriculture en 2040 dans la région. Et il y en a 61% qui ont répondu qu'ils avaient perdu le sens à leur métier. Donc 61% des agriculteurs qui disent qu'ils n'ont plus de sens. Et puis 26%
qui ont répondu, qui souhaitaient vendre avant l'arrivée de la retraite, leur faire. Voilà. Donc il y a un vrai sujet, je pense. Et voilà, on va essayer modestement de voir comment on peut répondre à ces questions-là. Voilà. Les deux prochains intervenants seront Lidvine et Pierre Doé. Donc Lidvine et Pierre, vous êtes installés depuis février 2023 à Malouis, dans l'Eure, en Normandie, avec une autre famille. Et là-bas, vous avez créé une petite ferme dont vous nous parlerez. Vous êtes mariés depuis octobre 2022. Vous avez une petite Elisabeth qui a 11 mois aujourd'hui, je crois. Voilà. Donc Lidvine, toi, tu as eu un parcours, tu as fait l'ISA, et Pierre est passé par Polytechnique et ensuite une spécialisation à AgroParisTech. Tu as passé un petit moment au chemin neuf, en faisant beaucoup de roofing aussi. Et Lidvine, de ton côté, tu as fait du conseil agricole pendant 3 ans, et puis passé 2 ans en espace test, en maraîchage. Donc voilà, vous nous parlerez de votre choix de vie là-haut, en Normandie, les actions concrètes, familiales, éventuellement un petit peu communautaires ou autres que vous mettez en place, et comment ça peut nous inspirer, nous, dans nos idées. Merci. Du coup, moi c'est Pierre. Si vous avez un doute. Je vais commencer par vous parler un peu de l'historique de notre projet. Parce que c'est notre projet. Moi je viens d'un milieu plutôt intellectuel, citadin et catholique aussi. Voilà. Sur la fin de mon lycée, début des études, je me suis approprié d'abord ma foi et avec aussi toute la réflexion derrière sur les systèmes, sur la société, notamment l'écologie. Ça m'a mené à attendre, on va dire, la date aussi, à l'accueillir comme une confirmation. Et en 2015, donc l'année où est sortie la date aussi, j'ai aussi eu l'occasion de passer une semaine avec la communauté du Chemin Neuf. Donc, voilà, ça a été mentionné rapidement en présentation. Je n'ai pas du tout du milieu charismatique, mais ça a été une rencontre qui a été importante, notamment pour l'aspect communautaire, puisque la communauté du Chemin Neuf vit en fait différents états de vie mélangés et avec une relation forte à Dieu qui oriente leur vie. Ça m'a parlé, ça m'a touché. Et les réflexions écologiques que je m'étais fait, on pourrait dire, pour résumer, que je pensais à ce moment-là qu'on avait plus besoin de paysans que d'ingénieurs. Or, j'étais en train de faire des études d'ingénieur. Et bon, une fois qu'on a posé cette réflexion, ça ne fait pas pour autant de nous un paysan, surtout pas moi, mais justement, dans la prière avec la communauté du Chemin Neuf, je me suis senti appelé, je me suis dit, enfin, Dieu m'a dit, c'est aussi pour toi. Voilà. Non seulement il m'a dit, va vers la paysannerie, mais aussi cette découverte de la vie communautaire comme un lieu aussi donc non seulement de joie, de prière, mais aussi ce côté, je dirais écologique pour simplifier, mais de partage, quoi. Et troisième aspect, aussi une intuition que j'avais comme ça de l'accueil de pèlerins notamment. Donc en fait, en 2015, pendant ce temps de prière, j'ai cet appel, va vers un lieu d'agriculture, d'accueil et de vie communautaire. Mais voilà, c'est un appel que j'ai entendu, qui correspondait à rien de ce que je connaissais, et qui a fait son chemin. Effectivement, une des confirmations
dans le discernement ignatien notamment, c'est que ça donne de la joie, c'est que ça reste dans le temps, et ça a été le cas. Donc petit à petit, je me suis mis en chemin en choisissant effectivement de finir mes études de Polytechnique vers l'agro, et puis de passer un an juste après mes études au service de la ferme de l'abbaye des Dombes, donc une abbaye, c'était jusqu'en 2001 une abbaye cistercienne, transmise à la communauté du Chemin Neuf, avec la demande des frères de garder la ferme, ce qui n'était pas du tout dans l'ADN, on va dire, de la communauté du Chemin Neuf. Et donc j'ai passé un an sur cette ferme avec une vie de prière, communautaire et agricole très riche, donc c'était une belle confirmation. Et cette confirmation et d'autres avant m'ont fait avancer vers ce lieu dont je parlais. Et j'en parlais autour de moi, notamment avec tous mes amis d'études, qui ont été aussi pour la plupart touchés par l'Oïlet aussi. Je vais parler un peu de Lidvin maintenant. Donc Lidvin vient aussi d'une famille catholique et a une belle relation à la nature, on va dire, qui s'est développée dans l'enfance et puis dans le scoutisme. Et cette relation lui a donné vraiment envie de travailler avec le vivant. Une période à Paris l'a convaincu que ce n'était pas sa place. Et le confinement a permis de partir de Paris, de se lancer en espace test agricole. Je ne sais pas si tout le monde connaît les espaces test agricoles, mais c'est assez... je pense que c'est bien ce que c'est. Donc c'est en fait des fermes sur lesquelles on peut apprendre le métier, c'est-à-dire que la ferme existe déjà, on n'a pas besoin de la créer, mais on vient en prendre la responsabilité pour une période déterminée, ce qui permet de se tester. Donc Lidvin commence son espace test en Normandie, et moi, à force de chercher, j'arrive aussi aux journées paysannes, ici même où je fais la rencontre de Lidvin, de Marie-Cécile, qui est dans la salle, là, qui est avec nous ce week-end, et qui a créé en Normandie l'école des semeurs. L'école des semeurs, c'est un projet, à cette époque c'était encore un projet, maintenant c'est une école, qui en fait propose à des jeunes de 15 à 18 ans une formation beaucoup plus pratique que théorique pour justement des profils décrocheurs scolaires ou pas du tout scolaires qui ont besoin de pratique. Et donc on leur propose en fait de passer leur CAP sur une ferme où ils vont avoir des temps de travaux dans les champs et quelques heures de cours. Et en fait, donc ce projet a fait passer pas mal de monde, y compris des journées paysannes en Normandie, et ça a permis pas mal de rencontres. Donc, moi, voilà, je cherchais ce lieu agricole, communautaire et d'accueil. J'en avais déjà parlé à des amis. Je rencontre plusieurs maintenant amis dans la région de Normandie. Avec Lidvin, on commence à cheminer et effectivement, du coup, on se rejoint sur ce projet collectif d'accueil et agricole. On décide de se marier et ça fait aussi écho pour un couple de mes amis, Maya et Edouard, qui, depuis que j'en parlais, étaient touchés par l'idée, par certains aspects en tout cas. Et à ce moment-là, en fait, au moment où on se mariait, ça arrivait un bon moment pour eux. Edouard finissait sa thèse à Toulouse et c'est la Providence a trouvé un job qui correspond à sa thèse en Normandie. Donc des centres de recherche avec une spécialité qui correspond à sa thèse, il n'y en a pas beaucoup en France.
Et là, il se trouve qu'il y en a dans un village de Normandie, donc c'est chouette. Ça nous permet de nous lancer. Donc, on se met à ce moment-là en quête d'une grande maison qui puisse accueillir nos 2 familles et notre projet de maraîchage. Qui puisse aussi permettre d'accueillir non seulement des personnes de passage, mais aussi, on le souhaite, d'autres familles qui viendraient faire avec nous communauté. Donc on a fini par trouver, après un an de recherche, c'est pas un lieu parfait, mais un lieu qui coche pas mal de cases, à 9 km de Bernay. Donc Bernay, c'est une petite ville de 10 000 habitants à l'ouest de l'Eure, et justement qui est la ville la plus proche de l'école des Semeurs, où on avait pas mal d'amis, qui est sur le chemin entre Rouen et le Mont-Saint-Michel, donc avec un GR peu emprunté pour l'instant, mais on l'espère par de nombreux Miklos. Les Miklos, c'est les pèlerins du Mont-Saint-Michel. Et puis c'est aussi à proximité de Lisieux, donc on espère accueillir sur la ferme des pèlerins vers Lisieux. Et donc cette propriété, il y a 4 hectares 3, une ancienne maison qui s'écroule un petit peu, mais qui est suffisamment grande pour, lorsque les travaux seront finis, avoir 2 maisons, une pour chaque famille, et avec aussi du terrain a priori constructible, même si c'est pas si simple que ça, pour éventuellement installer de nouvelles personnes. On passe à une deuxième partie. C'est ce que je veux juste rajouter que du coup, on est maraîcher depuis 1 an et demi. On s'est installé du coup en février 2023 sur ce lieu. L'année 2023, ça a été une année d'installation et 2024, c'est notre première année de production. Voilà. Du coup, la deuxième petite partie qu'on voulait aborder, c'est notre réflexion sur la façon d'intégrer la vie sociale locale. Donc déjà, vous dire que depuis, juste avant qu'on s'installe, en février 2023, ça faisait déjà 3 ans qu'on était en Normandie. Pas tout à fait dans le même coin. Du coup, on a commencé à l'école des Semeurs, puis après on est allé 2 ans dans l'Orne. Donc c'est à 40 minutes de Bernay, en gros. Mais on s'est quand même intégré pendant 2 ans à la vie sociale du coin. Donc on partait pas de rien en s'installant dans ce lieu, on avait déjà un réseau sur place. Et d'autre part, sur la paroisse, Pierre avait organisé un WEMS, je ne sais pas si vous connaissez, mais le principe c'est beaucoup de jeunes citadins parisiens, lyonnais, qui débarquent, il y a peut-être 40 jeunes qui débarquent dans une paroisse rurale le temps de 4 week-ends pour faire du soutien à l'animation de la messe, de l'évangélisation directe dans la rue, rencontrer les paroissiens, organiser des temps de prière, un concert à la fin du week-end, etc. Voilà, et du coup, sans être tout à fait encore paroissien, Pierre avait coordonné le WEMS de Bernay. Donc ça avait aussi contribué à connaître la paroisse et aussi que les gens nous connaissent un petit peu. Voilà. Et donc on s'inscrivait dans ce coin avec la volonté de ne pas faire un village dans un village ou une paroisse dans la paroisse. On voulait vraiment s'intégrer à l'existant. Voilà. À l'échelle du village, on habite à Malouis, un tout petit village de 160 habitants. On essaie de participer aux événements du village. C'est pas évident de s'intégrer dans un petit village rural comme ça. Il y en a qui sont là depuis plus de 20 ans. Et nous, on est citadins d'origine, on arrive là. Voilà. Il faut un peu faire ses preuves. Mais on a été très bien accueillis. Et voilà, Maya est trésorière maintenant de l'association Malouis Animation. Voilà. C'est sympa, il y a une foire à tout, voilà, on participe aux événements, il y a un cochon grillé, il y a un repas pour les enfants à Noël, il y a plein de petites choses comme ça. On essaie d'être présents. On avait fait aussi donc, une pendaison de crémaillère où on a eu des invitations dans toutes les boîtes aux lettres du village. Et il y a quand même pas mal de gens qui sont venus, des gens que vous ne connaissez pas.
Et ce qui était sympa, c'est qu'on avait invité le père Nicolas, le curé de notre paroisse à l'époque, pour bénir la maison et les serres. Et en fait, les gens sont restés. Du coup, il y a une dimension un petit peu, un petit peu d'évangélisation, on peut dire. Un témoignage en tout cas. Voilà. Et aussi avec la ferme, donc on a ouvert des petites commandes, une vente sur commande aux gens du village, et ça prend un petit peu. Donc ça fait aussi un petit peu de bien, parce que du coup tous les jeudis soirs, il y a des gens du village qui viennent à la ferme récupérer leurs commandes. Voilà, et c'est l'occasion d'échanger des nouvelles, des choses comme ça. Sur Bernay, donc c'est pas très loin, à 9 km, donc on essaie de s'intégrer notamment dans le café associatif qui a été créé localement. On est en lien avec pas mal de structures locales. On fait le jus de pomme avec une presse qui est venue avec un légume à notre endroit. Voilà, sur la paroisse, Pierre il fait beaucoup les chants, l'animation. Moi je suis dans l'équipe Église Verte, Maya il fait l'éveil à la foi, des choses comme ça. Il y a une autre AMAP sur Bernay, parce qu'on a créé une AMAP aussi pour vendre nos légumes sur Bernay. Donc c'est des paniers, un abonnement à des paniers de légumes hebdomadaires. Et du coup, ça nous intègre aussi pas mal dans la vie locale parce qu'on touche vraiment plein de personnes différentes. Il y en a qui ont vu le panneau dans la rue qui sont arrêtés, il y a des paroissiens, il y a des écolos. Ça fait un peu ce lien aussi qu'on essaie de créer entre écolos et cathos. Il y avait une autre AMAP à Bernay, donc on essaie de faire du bien aussi avec cette autre AMAP. Ils organisent une fête de la soupe, on est allé, des choses comme ça. Aussi, un truc, c'est qu'avant de s'installer, on était allé visiter tous les maraîchers bio du coin. Donc il y en a quand même 5-6 quoi. Et avant vraiment d'acheter, on était allé les voir un par un, passer une matinée avec eux, visiter leur ferme, les rencontrer, tout ça. Et ça, c'était très chouette et ça nous a permis de démarrer dans une bonne relation avec eux. Et on essaie de lancer un apéro des maraîchers où on se retrouve pour voir l'apéro et discuter. Pour l'instant, on n'en a fait qu'un seul, mais voilà, ça va prendre petit à petit. L'idée, c'est pas de se considérer comme des concurrents, mais d'essayer d'être dans la coopération. Voilà. Et puis, on peut ajouter que Pierre a un mi-temps, 10 heures par semaine, du travail pour donc, le diocèse. Donc, tu es responsable de la mission rurale dans le diocèse. Donc, c'est aussi super chouette pour rencontrer aussi des gens localement, l'église locale, etc. Voilà, donc c'est un peu notre manière d'intégrer la vie sociale locale. Maintenant, on va parler un peu de comment on voit notre rôle de témoin, on va dire, auprès des habitants. Une première chose qu'on pourrait dire, c'est que vraiment, ça a été l'un des points qu'on a discerné en fait de manière communautaire, c'est-à-dire en fait les deux couples, dans la création de ce lieu. C'est Édouard qui a utilisé l'expression d'écotone. Un écotone, c'est un lieu en fait de frontière. Au niveau écologique, on dit que les lieux de frontière sont les plus riches en population, puisqu'on trouve à la fois la population, par exemple, si je dis la frontière entre une plaine et une forêt, on trouve la population de la forêt, la population de la plaine, et même une population spécifique à la lisière. Donc c'est des lieux riches, et donc nous on se voit comme un lieu comme ça de rencontre, de frontière, entre le milieu catholique et le milieu écolo. Concrètement, c'est vrai que voilà, avec cette dimension d'accueil, on souhaite pouvoir recevoir sur la ferme des personnes en quête de sens. Je pense que c'est quelque chose qui marque notre société actuelle, la perte de sens. Et le besoin du coup pour un certain nombre de personnes de retrouver du sens, le sens de Dieu, le sens de la terre aussi. Beaucoup de citadins qui sont en mal de nature, de concret, d'utiliser leurs muscles
de voir les saisons changer. Et donc notre lieu, par accueil, on entend la possibilité que des personnes, donc en l'occurrence, nous on pense, un public qu'on touche assez facilement, c'est justement des amis de Paris notamment, puisqu'on est 1h30 en train de Paris, qui viennent le temps d'un week-end faire l'expérience de ramasser un légume. Pour certains, c'est nouveau, quoi. On a donc voilà, faire un lieu où des personnes qui ont peut-être une foi un peu désincarnée ou qui manquent de sens parce qu'ils n'ont pas la possibilité de contempler la création comme nous, peuvent prendre ce temps de repos auprès du Seigneur au milieu de sa création. Et voilà, dans ce milieu écolo aussi, toutes ces personnes en recherche, on a parlé des païens hier, c'est vrai que je pense effectivement qu'on a une société qui n'est plus dans la modernité, qui est dans la post-modernité, mais qui cherche parfois un peu dans tous les sens, qui a une forme de sacralité un peu sans nom, mais qui a besoin de son créateur, qui a besoin de sens. Et donc nous on observe ça dans les fermes qu'on a pu visiter, dans des personnes qui s'intéressent au maraîchage et qui souhaitent passer un peu de temps sur la ferme. Et tout ça, c'est des personnes qui sont en quête notamment de Dieu, et par le témoignage de nos choix de vie, on souhaite leur faire toucher un peu cet amour du Seigneur. Voilà, une expression qui est utilisée dans la communauté, c'est celle des foyers de lumière de Marc Robin, que notre couple, notre lieu de vie soit aussi, si possible, rayonnant à l'échelle vraiment du village et à une échelle plus large pour des personnes qui cherchent du sens. Au niveau du village, justement, une initiative qu'on a lancée pour essayer de rendre ça concret, c'est tout simple, c'est très humble, mais on a appelé ça prière en village. C'est juste, on essaye de proposer dans la paroisse que des habitants du village puissent ouvrir leur église pour un petit temps de prière une fois par mois. Donc ça rejoint l'activité d'une autre association qui aurait pu être là ce matin, qui nous a demandé de parler un peu d'eux, les priants des campagnes. On leur avait demandé de témoigner, mais ils n'ont pas pu. Mais du coup, on dit juste un petit mot pour eux, les priants des campagnes. Voilà, c'est effectivement cette démarche toute humble d'ouvrir l'église de son village une fois par semaine, une fois par mois dans notre cas. Ça peut être, je sais que ceux avec qui on a échangé par téléphone ouvrent leur église le samedi, je crois, une demi-journée. Alors nous, c'est 20 minutes le lundi, une fois par mois, donc c'est vraiment tout petit. Mais en fait, ce que me disait notre évêque, c'est dans les villages aujourd'hui, il y a des jeunes qui voient un clocher. C'est déjà une première interrogation. Mais s'ils le voient tout le temps fermé, si leurs parents ne prient pas, s'ils ne connaissent personne qui prie, qui va à l'église, ils peuvent un jour se poser la question de Dieu et ne jamais savoir vers qui aller, n'avoir aucun témoignage. Et en fait, ces églises qui sont au centre de chacun de nos petits villages sont déjà un signe, mais ce signe, il faut qu'il vive en ouvrant nos églises. Et c'est pas les prêtres qui vont le faire maintenant, il n'y a plus assez de prêtres, donc c'est aussi à nous de le faire. Voilà. On essaye, comme disait Lidwin, de soutenir notre paroisse avec tous nos engagements
et d'avoir des bonnes relations avec nos voisins. Et du coup, dernière petite partie, on va essayer de faire vite, c'est de vous parler de la mise en place de notre vie communautaire, parce que du coup, on est 2 foyers. Donc, Edouard et Maya ont 3 enfants, 3 petits garçons. Nous, on a une petite fille, du coup, et l'idée, c'est qu'on a 2 repas sanctuarisés dans la semaine, c'est le lundi soir et le dimanche midi. Dimanche midi, c'est après la messe, on vient de la messe, souvent on mange dehors, on mange dedans, mais alors, c'est un peu festif. Et le lundi soir, ça c'est avec les enfants et tout. Et le lundi soir, c'est juste tous les 4. Et du coup, on a un temps où on parle beaucoup de la vie du lieu, on est animé par plein de questions, parce qu'on est dans beaucoup de travaux, il y a toujours des questions à se poser sur plein de trucs. Et voilà, ça sanctuarise un peu ce moment où on se dit les choses aussi, on parle du lieu, etc. On prend les décisions qu'il y a à prendre. Et après, on enchaîne sur un temps de partage et de prière commune. Et c'est très fort pour nous. Parce que du coup, on peut aussi prier les uns pour les autres. Et ça, c'est un peu le cœur du lieu communautaire. Voilà, on partage évidemment plein de temps fraternels, informels, non prévus, spontanés. Que ce soit pour les anniversaires, quand on a un ami commun qui vient, enfin, on repart tous ensemble. Enfin voilà, il y a plein de temps comme ça. Évidemment, c'est riche pour l'entraide, le partage de matériel. Enfin, on a une chaudière par exemple pour toute la maison. On peut se prêter des véhicules, on a une machine à laver pour les 2 familles. Actuellement, même pour vous dire, depuis 1 an et demi, on partage la même salle de bain, parce que nous n'avons pas encore de salle de bain. Petit détail comme ça. Mais cet hiver, on aura peut-être une salle de bain. Voilà. Évidemment, on partage aussi des chantiers communs, que ce soit pour la ferme, par exemple la plantation des courges, c'est quelque chose qu'on fait un peu ensemble. Et puis un gros chantier un peu sanctuarisé, c'est aussi le ramassage des pommes, parce qu'on a aussi un verger qui existait sur le lieu. Donc justement, le week-end dernier, on a fait ça, c'était le week-end ramassage de pommes tous ensemble. Très chouette, avec les enfants aussi, c'est marrant. Et ce week-end, ils font le jus. Voilà. Donc c'est aussi très important pour nous, la dimension collective pour la ferme, en fait, parce que voilà, si on part un week-end, ils peuvent nous remplacer pour ouvrir, fermer les serres. Voilà, c'est aussi une aide comme ça. Et bon, eux, donc, Pierre a dit, ils ne travaillent pas sur la ferme, mais ils sont contents d'avoir cet environnement, notamment pour l'éducation des enfants. Voilà. Voilà, pour partager un peu ce qu'on dit. Je passe ensuite à Jean-René. Alors Jean-René, il faut savoir qu'il s'est débrouillé pour remplacer un intervenant qui n'a pas pu venir finalement. Mais il a tout à fait un profil adapté puisqu'on devait écouter. On l'accepte quand même. On devait écouter du coup Thomas Hameau. Mais du coup ce sera Jean-René Thibault. Voilà, ça arrive. Et puis il nous parlera de SOS Calvaire. Et de son engagement, voilà, il a participé, donc il témoignera simplement, il parlera de l'association de manière un peu plus littérale, et comment ça peut participer d'un certain lien entre l'agriculture et l'évangélisation en milieu rural. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler de l'association SOS Calvaire, dans laquelle j'ai participé à une 2 actions. Mais j'ai surtout beaucoup de copains qui sont dans l'association, dans mes colloques, et donc on m'a demandé d'en parler un petit peu, si possible, de pouvoir vous témoigner un petit peu de cette association. Grosso modo, c'est l'association, dans la mission, c'est de restaurer le petit patrimoine chrétien qu'on peut apercevoir partout dans nos campagnes, et surtout dans nos campagnes. Alexandre, du coup, le directeur, me disait, pour tout Paris, il y a un calvaire. Quand en France, il y a plus de 165 000 calvaires recensés et plus d'1 million qui existeraient, dont des inconnus. Qu'un calvaire, ça représente une croisée des chemins, ça représente un mort, ça représente une mission, ça représente aussi une louange, ça représente une boisson extraordinaire, ça représente tout ce qui peut être vécu dans la vie de chacun. Et donc Alexandre me disait vraiment qu'il y a cet aspect de restauration du petit patrimoine chrétien, qui est en plus un devoir des mairies, donc
viennent au secours des mairies, au secours des moyens limités de certaines communautés. Et puis en fait, Alexandre et ses copains arrivent pour essayer de réveiller ou de faire prendre conscience à chacun de cet appel de Dieu à en fait se donner. Grosso modo, ce qu'il voit, c'est qu'à travers la croix, les hommes peuvent peut-être contempler le don de leur Dieu qui est mort. Que en fait, dans le cœur de chacun, qu'il soit catholique ou pas du tout catholique, il y a la touche du Seigneur, la touche de Dieu, et cette touche-là, si jamais Dieu est absent de nos campagnes, si Dieu est absent de nos vies, si jamais il n'y a pas de chrétiens aujourd'hui nous pour en parler, jamais il pourra être nommé. Donc on va le chercher partout, vous faites le lien avec les 10 écolos, il y a des dizaines de techniques différentes pour essayer de faire comprendre que Dieu est présent dans la vie de chacun. Et en fait, à travers SOS Calvaire, à travers les calvaires, à travers le petit patrimoine religieux, SOS Calvaire essaie de montrer à ces personnes que en fait, Dieu est là, à côté d'eux, et que c'est lui dont ils ont la conscience au fond de leur cœur. Et donc, petit à petit, ils essaient de rassembler les personnes autour de la croix, donc autour de la restauration, autour de la oui, c'est beaucoup de la restauration, et puis autour de ceux qui ont la foi, qui viennent aussi pour participer, pour partager la foi. Et puis les personnes qui, en fait, n'ont aucun attrait pour le patrimoine, aucun attrait pour la foi à la base. Et puis un jour, ils sont rentrés dans une église, ou alors ils sont passés au bord d'un chemin, ils sont tombés sur un calvaire, et ils se sont mis à pleurer, et puis ils ont goûté que Dieu les aimait à ce moment-là. Et du coup, ils sont venus pour participer à ce témoignage que Dieu est présent dans leur vie. Donc SOS Calvaire, c'est à la croisée des chemins, c'est cette association qui vient rassembler les chrétiens, des non-chrétiens plutôt accrochés à leur patrimoine ou à leur pays, et puis des convertis qui ne sont pas encore chrétiens, qui demandent d'être baptisés ou qui sont tout juste baptisés et qui veulent témoigner de ce petit élan de foi, grand élan de foi souvent. Et puis donc, une chose qui est très importante pour SOS Calvaire, c'est que pour bien connaître la croix, pour bien la vivre dans notre vie, le meilleur moyen c'est de la porter. Et donc, pour ce qui est de ce que j'ai vécu avec SOS Calvaire, c'est aller planter une croix au sommet d'une montagne. Il n'y a pas les moyens pour avoir un hélicoptère. Les voitures, les pick-up, au bout d'un moment ils doivent s'arrêter parce que quand il y a un ravin, ils tombent dans le ravin. Et nous, on peut marcher à côté du ravin avec la croix sur les épaules et in fine, boum, la planter en haut. Et en fait, on peut commencer à goûter à une infime partie des souffrances du Christ qui a donné sa vie en portant cette croix. Et Alexandre aime me dire que, en gros, la croix, c'est le labeur des hommes très horizontal. On a le front bas, on regarde nos pieds, on regarde la terre, on regarde l'horizon. Et en fait, la croix, elle vient fixer ce labeur des hommes, ce concret, et elle nous permet de regarder vers le ciel. Elle est plantée dans le sol profondément comme un arbre qui cherche ses racines et qui s'accroche dans le sol. Et ensuite, elle nous permet de regarder vers le ciel en s'appuyant vraiment sur notre labeur, sur notre concret, sur notre force humaine. Et donc, il insistait sur cette partie pour dire que en fait, Dieu vient vraiment dans nos vies et que la croix est le témoignage de la présence de Dieu dans nos vies concrètes. Et il terminait par ce petit point qu'il appelait tous les bénévoles et non bénévoles de l'association des bâtisseurs. Alors, on parlait des bâtisseurs pour les bâtisseurs de cathédrales. Hier, Antoine nous parlait qu'une civilisation qui avait vu naître des cathédrales ne pouvait pas toute la description du monde du Moyen-Âge. Eh bien, planter une croix, ça nous dépasse. C'est-à-dire qu'on va la planter, on va mourir, elle sera toujours là. Et si jamais elle n'est plus là, elle sera relevée par deux personnes peut-être derrière vous et derrière nous. Et derrière chacun de nous, il y aura peut-être un autre bâtisseur qui va participer à poser cette pierre pour rappeler à chacun, chrétien, non chrétien et petite personne du quotidien, que en fait, Dieu vient heurter nos vies, mais pas seulement les heurter, mais les élever, et donner une nouvelle espérance, et nous faire peut-être goûter ou participer à l'œuvre de rédemption du Christ. Voilà.
très touchant et son parcours de vie, la découverte de l'agriculture biologique, la présence d'animaux sur sa ferme, des personnes qui s'installent dans de nouveaux ateliers. Et je trouve que c'est un très beau parcours en fait. Et j'aimerais lui poser la question, est-ce que, par exemple, moi qui suis en biodynamie, je trouve qu'il a tous les éléments pour tendre vers une agriculture un peu plus poussée, un peu plus spirituelle. En fait, j'ai vécu en parallèle les deux conversions, la conversion à l'agriculture biologique et la conversion intérieure, parce que j'avais perdu la foi. Et tout ce parcours m'a fait retrouver. Et je peux dire qu'aujourd'hui, je vis mon métier comme un lien entre Dieu, la création et moi-même. Et c'est un vécu de tous les jours au quotidien. Et je ressens cela. Je peux vous dire que, par exemple, la semaine dernière, j'ai reçu un SMS d'un monsieur qui s'appelle Jean-Philippe Paul. C'est un observateur de la LPO, de la Ligue de protection des oiseaux. Et comme je suis en train de planter des haies, il a fait un point de départ avant les haies, c'est-à-dire il a 4 points d'écoute. Et il passe 4 fois par an pour voir si le fait de planter des haies dans un paysage donné, on va changer la population des oiseaux, leur fréquence, leur nombre. Et il m'a envoyé un SMS vendredi en me disant tiens, est-ce que tu vas encore laisser assez longtemps ton couvert végétal? Parce qu'en ce moment, il y a une troupe de 5 à 600 Farlos pipi, je ne savais pas ce que c'était. C'est des passereaux qui viennent de Scandinavie et de Russie, qui sont plutôt en voie d'extinction. Et ce que je peux vous dire, c'est que quand j'ai reçu cette info, j'ai rendu grâce. Donc c'est pour ça que de l'aspect spirituel de mon métier, c'est des petites choses de tous les jours.